chers amis, vous tous qui nous suivez depuis votre poste téléviseur, vous tous qui nous suivez depuis toute l'Afrique francophone. Bonsoir et bienvenue à notre émission Leadership d'Impact. C'est une émission qui traite des sujets liés à la vie politique, socio-économique du continent. Ce soir, nous allons revenir sur les élections. Comme vous le savez, le Rwanda est parmi beaucoup de pays en Afrique où cette année, beaucoup de pays en Afrique qui auront des élections cette année. Il y en a déjà qui ont, il y a des pays qui ont déjà fait des élections comme le Sénégal, comme le Tchad et d'autres. Mais il y a d'autres pays, un bon nombre de pays africains planifient aussi les élections, aussi bien présidentielles, parlementaires et même les élections locales. Alors, ce soir, nous allons analyser les raisons qui sont derrière les conflits que l'on observe après la période électorale. C'est quelque chose qui est courant en Afrique. Après les élections, il y a des gens qui meurent. Après les élections, dans la plupart des pays africains, ce n'est pas tous les pays, mais dans la plupart des pays africains, on remarque des conflits, on remarque des tueries, on remarque de l'insécurité des pays, ce qui fait qu'il y a même des pertes de vies humaines. Ce soir, nous allons essayer d'analyser les raisons qui sont derrière cela et voir comment on peut prévenir ces conflits post-électoraux qu'on observe en Afrique. Je ne suis pas seule ce soir. Moi, je suis Solange Ayanone. Je suis avec les invités. Nous avons au panel M. Kanyana Kabale Bernard. Il fut journaliste, il est écrivain et poète. Il est aussi expert en droits humains. Bienvenue, M. Bernard Kabale. Ce n'est pas la première fois. Vous êtes déjà Musangwa, comme on le dit en Kinyarwanda. Vous êtes déjà de la famille Sangosta. Merci beaucoup, je suis déjà le fils de la maison. Voilà, merci beaucoup, le fils de la maison, Musangwa en Kinyarwanda. Nous avons aussi au studio Madame Dikundilo Jeanne d'Arc. Elle est chef de rédaction dans la radio Peace FM. Elle est burundaise. Bienvenue, chère Jeanne d'Arc. Merci. Et c'est la première fois au studio du Sangosta? Oui, c'est la première fois. Vous êtes la bienvenue. Merci. Nous ne sommes pas seuls, nous avons aussi d'autres invités, mais ceux-ci sont en ligne. Nous avons déjà, c'est aussi, je dirais, une fille de la maison, Madame Plumerez Evelyne. Elle est de la diaspora française. Nous avons aussi, mais ce n'est pas pour la première fois qu'elle intervient dans cette émission. Elle est aussi fille de la maison. Bienvenue à Madame Plumerez Evelyne. Et nous avons aussi sur Skype M. Sangwa Jean-Roger. Il est de la diaspora française, rwando-française, et il est basé au nord de la France. Et il est aussi avec nous. Donc, ces deux invités vont intervenir depuis la France pour nous informer des préparatifs des élections des Rwandais qui vivent en France. Comment se déroulent les préparatifs? Est-ce que les gens se sont déjà enregistrés sur la liste des gens qui doivent voter? Est-ce qu'ils ont rempli toutes les formalités pour qu'ils puissent voter? Donc, comme Madame Plumerez Evelyne, il est de la communauté Rwanda-France à Paris, et Sangwa Jean-Roger, il est aussi de la communauté Rwanda-France à Paris, mais c'est au nord de la France, pas à Paris, il est au nord de la France. Ils vont réagir par rapport aux élections rwandaises qui se préparent non seulement au Rwanda, mais aussi à la diaspora. Je rappelle que les élections les élections du président du Rwanda et les élections des parlementaires par la diaspora va se dérouler le 14 juillet, c'est le 14 de ce mois, et tandis que les Rwandais qui vivent au pays vont voter le 15 et le 16. Donc ce sont là les
dates les plus importantes pour les élections présidentielles au Rwanda et pour les élections parlementaires au Rwanda. Voilà un peu ce que nous allons voir en notant que la plupart des pays en Afrique, ils ont des élections déjà. Il y en a qui ont déjà terminé les élections, mais il y a un bon nombre de pays qui restent sur le calendrier électoral, qui sont en train d'organiser leurs élections. Le Sénégal a fini, le Tchad, l'Afrique du Sud, donc d'autres vont suivre comme le Rwanda et d'autres. Comme ce n'est pas seulement au Rwanda, je tiens aussi à informer que même à l'extérieur du pays, en France, il y a les élections. Donc, il y a beaucoup de pays aux États-Unis, il y a aussi les élections. Donc, ce n'est pas vraiment une question d'actualité au Rwanda ou en Afrique, c'est aussi une question d'actualité au niveau mondial. Merci, chers amis, de nous prêter une oreille, mais aussi des yeux, pour que vous puissiez réagir aussi à la thématique d'aujourd'hui, qui est les élections en Afrique, comment prévenir les conflits post-électoraux. Sans trop tarder, je vais donner la parole à M. Kanyana Kabale Bernard. Pour vous, les élections, c'est un des éléments qui montre la démocratie. Mais pour vous, quand on parle de la démocratie, quelle est votre définition de cette démocratie? Est-ce qu'elle est universelle, comme on le dit? Merci beaucoup pour la parole. Je suis heureux, extrêmement heureux de pouvoir parler à Isango Star TV, parler des élections qui, dans 12 jours, nous comptons sur les doigts, comme on dit en Kinyarwanda. Dans 12 jours, tout le monde est appelé à exécuter son devoir civique et à voter. Alors, les élections, comme vous venez de le dire, sont actuellement mondialisées, si on peut le dire. Le monde entier passe par les élections pour faire choisir les dirigeants politiques, les dirigeants sociopolitiques, et depuis le haut de la hiérarchie administrative jusqu'à la base. Alors la démocratie comme telle, qui naît à partir de ces élections, ou plutôt les élections qui naissent à partir de la démocratie, ne sont pas une panacée. On ne peut pas parler de la même démocratie à droite qu'à gauche, de la même démocratie au-dessus qu'en bas, de la même démocratie en Afrique qu'en Europe ou qu'en Amérique ou qu'en Océanie, etc. La démocratie est... Et pour vous, c'est quoi? La démocratie, en fait, les premiers chercheurs qui avaient défini la démocratie sont des latinistes. Ils parlent de Demos Kratos, c'est-à-dire le gouvernement du peuple par le peuple. Mais plus on a évolué, plus on s'est rendu compte que la démocratie ne pouvait pas être la même un peu partout. Parce que chaque société a son passé historique. Mais chaque société dans a cette définition, vous avez dit c'est le pouvoir des peuples par le peuple. Le peuple, oui. Comment elle ne peut pas être la même? Parce que chaque peuple a sa culture démocratique. Est-ce que vous pensez qu'en France, la démocratie est la même que celle de la Grèce, là où la démocratie est née? Ce n'est pas la même chose, c'est différent. Je crois qu'il y a des particularités locales dont il faut tenir compte pour parler de la véritable démocratie. Et pour vous, Jeanne d'Arc? Oui. La démocratie, pour vous, c'est quoi? Est-ce qu'elle est la même partout? Je peux emprunter la même voie que M. Kanyana. Je ne suis pas d'accord que la démocratie est toujours la même partout, parce que plus les cultures sont différentes,
plus, les sociétés aussi sont différentes et les principes de vie aussi sont différents. Et alors, le pouvoir pour le peuple et par le peuple, c'est cette société. Le peuple français, le peuple grec, le peuple italien, je ne sais pas quoi encore, il est très différent du peuple rwandais, il est très différent du peuple ougandais, du peuple marocain, d'où la démocratie, il doit être étudiée sur place, sur une société donnée. C'est là que je pense qu'elle peut donner de bons fruits. Si je peux continuer, nous observons après les élections, quand on vient de mettre les nouveaux pouvoirs en place, directement suivent des problèmes sociaux, politiques, des chicaneries, des tueries, des poursuites. Ce qui signifie que pendant la période électorale, les gens, la population n'a pas compris ce qu'il était en train de faire. Cela est dû à quoi? Cela est dû à l'absence d'engagement de nos leaders africains. Les leaders africains, certains, je dis certains bien sûr, ce n'est pas tout le monde, mais il y a quelques leaders africains qui, pour gouverner leur peuple, vont apprendre ou s'inspirer, si je puis dire, vont s'inspirer à l'étranger, à l'Occident, ils vont copier, ils vont demander comment est-ce que je vais faire ça. Et on va même leur imposer la manière de faire, le programme à suivre. Et ce programme-là, il n'a pas eu le temps de l'analyser et de voir s'il convient pour cette société à laquelle il va l'appliquer. Et c'est pourquoi souvent ça ne donne pas de résultats positifs. Je pense que les dirigeants africains qui participent dans les élections pour pérenniser leur pouvoir, leur politique, peut-être le pouvoir ne peut pas être pérennisé, mais quand même la politique peut être pérennisée si elle est bonne. Je pense qu'il faut concevoir sa propre politique à soi. Donc, vous êtes du même avis que la démocratie n'est pas universelle et elle doit être, ce pouvoir des peuples par le peuple, elle doit être contextualisée, si j'ai bien compris. Oui, elle doit être différente parce que même les peuples sont différents. Ils n'ont pas la même culture. La politique ne doit pas être la même. Merci beaucoup. Monsieur Kanyana, on va revenir sur les conflits tout à l'heure. Que pensez-vous de la démocratie, des élections que le Rwanda est en train de préparer maintenant et surtout de la démocratie consensuelle que le pays a privilégiée? Voilà, vous me tracez encore une autre voie pour exprimer ma satisfaction, mon entière satisfaction, parce que ce pays, il est unique au monde. J'ai observé beaucoup de pays, je suis né à l'étranger, j'ai vu. Mais je veux un peu revenir Le pays en arrière. est unique. Lorsque, en 1994, le 4 juillet, lorsque les Inkotani gagnèrent la guerre, arrêtèrent le génocide contre les Tutsis, ils se sont tout de suite inspirés de la culture ancestrale, celle de ne pas gouverner seul. Parce que même le roi, à l'époque, il n'était pas le seul nanti en bétail, parce qu'il les partageait avec le peuple. Il s'inspirait de ce que voulait la population avant de décider. Alors, on a mis en place le 19 juillet 1994, on a mis en place un gouvernement d'union nationale, vaincu et vainqueur, ensemble confondus. Ça n'a jamais eu lieu quelque part au monde. Avez-vous déjà trouvé au monde où une armée a bâti une autre et celle qui est en fuite, on l'appelle encore, venez, on va construire le pays ensemble?
Où est-ce que vous avez entendu ça? Vous qui devez nous dire. Est-ce que vous n'avez jamais entendu parler de ça quelque part autre? Jamais. J'ai appris l'histoire de la France, j'ai appris les Carolingiens, j'ai appris l'histoire de l'Afrique, j'ai appris les guerres, les croisades, j'ai appris beaucoup d'histoires, mais je n'ai jamais entendu où une armée qui a vaincu appelle les vaincus pour venir gouverner ensemble. C'est seulement ici. Voilà la particularité. Et cette particularité nous poursuit. De sorte qu'actuellement, je crois la plupart des Rwandais, du moins moi-même, je commence par moi-même, on a compris qu'on ne peut pas vivre sans les autres. Ça, c'est le premier principe. Et comme on ne peut pas vivre sans les autres, c'est le principe de démocratie consensuelle? Au Rwanda, oui. On ne peut pas gouverner, un seul parti ne peut pas gouverner seul. Un seul parti ne peut pas prendre une décision sans consultation. Et le président de la République actuellement, il est porté comme, je dirais, une chandelle pour éclairer. Et quand vous l'entendez parler, quand vous le voyez faire la campagne, vous sentez que il inspire une certaine sérénité, un climat de paix. Est-ce que vous l'avez entendu dire une seule fois, vous allez voter pour moi? Vous l'avez entendu? Jamais. Il a toujours dit, nous venons vous remercier pour ce que vous avez fait, pour ce que nous avons fait ensemble, et nous devons encore faire plus tous ensemble. Alors je venais vous remercier, et alors on danse, on fête, et puis lui, il n'a jamais dit voter pour nous. Comment tu fais allusion à la démocratie consensuelle en parlant de son discours politique? Mais dans ce discours politique, il y a une philosophie derrière. C'est la philosophie d'apaisement. Il ne faut pas exciter le peuple à dire votez pour moi ou votez pour tel. Déjà, quand vous incitez les gens à voter pour vous, alors qu'ils n'étaient pas convaincus en eux-mêmes, vous créez des conflits dans leur tête. Et ils pensent que vous qui appelez pour qu'ils votent pour vous, vous avez un certain intérêt caché. C'est pourtant ce que dit cette démocratie, du pouvoir du peuple par le peuple, que chaque candidat doit présenter ce qu'il va faire, son projet de société, et il demande justement aux gens de voter pour lui. Ah, d'accord. Dans ce pays, justement, comme dans ce Rwanda, on a toujours dit que Harimo Ouudassa, c'est-à-dire pas de semblable. Notre programme n'est pas celui qu'on exhibe devant les gens. Notre programme se constate sur le terrain, se voit dans le cœur de chacun, se voit dans la cohabitation pacifique. Voilà la particularité. Donc c'est pour ça que vous pensez que la démocratie consensuelle, elle devrait même inspirer beaucoup de gens. C'est un bon habit pour les Rwandais. Oui, oui. Okay, si on pouvait le vendre. Jean d'Arc, vous voulez réagir par rapport à ça avant qu'on ne donne la parole aux Rwandais qui sont en France? Oui, j'allais ajouter une chose. Au Rwanda, c'est un peu une particularité. Vous voyez, c'est 30 ans. 30 ans que nous avons un président qui a été élu et réélu par son peuple. Et M. Kanyana disait qu'aujourd'hui, il ne demandait pas de voter pour lui. C'est pas 30 ans parce qu'il y avait un président aussi un peu depuis 1994. Ah, ok, donc, ok. Il a suivi, oui, c'est presque 30 ans. Oui, il y a eu la transition. Mais c'est presque, c'est presque. Aujourd'hui, il n'a plus besoin de dire, allez, votez pour moi, je vais vous faire ceci, je vais construire les routes, je vais construire les écoles, les hôpitaux, et ainsi de suite. C'est-à-dire, les travaux parlent, les infrastructures sont déjà là. S'il a peut-être fait avant, pour le premier mandat et le deuxième mandat, aujourd'hui, il n'a pas besoin de revenir sur ça. Il a besoin seulement de montrer
et de remercier son peuple et de l'encourager pour continuer toujours à faire la même chose. Parce qu'il a fait de la bonne campagne. Il a fait de la bonne campagne, le peuple ne se plaint pas, il n'y a pas une opposition qui crie, voilà, nous sommes en train de mourir, nous on n'a rien eu. C'est l'unité nationale, c'est ubumwe bw'abanyarwanda, c'est ndumunyarwanda. Il y a une politique qui inclut tout le monde et tout le monde se sent chez lui. Alors, c'est pourquoi alors, je pense... en Afrique, avant que je ne donne la parole aux gens qui sont en France, alors, et vous dites que le Rwanda, c'est un peu particulier. Mais ailleurs en Afrique, par exemple, cela ne peut pas s'appliquer? Cette démocratie consensuelle où les gens disent, non, j'ai gagné les élections, mais vous aussi, vous n'avez pas gagné, mais si vous venez aussi, on va partager le pouvoir. Parce que je rappelle que ce partage de pouvoir ou cette démocratie consensuelle, ça se trouve aussi dans la constitution rwandaise. C'est un principe de la constitution rwandaise qui parle de la démocratie consensuelle et de partage de pouvoir. Que tu aies gagné les élections, tu dois partager. C'est comme ça, c'est dans la constitution. Donc, alors, est-ce que ça peut s'appliquer ailleurs où des pays doivent aussi analyser leur société et décider quoi faire? Alors, comme monsieur le journaliste l'a dit, oui, Kanyana, oui, la démocratie étant le pouvoir du peuple par le peuple, c'est un principe universel. Et partout au monde où on fait les élections, c'est pour appliquer ce principe-là. Mais vous pouvez vous déplacer un peu en dehors du Rwanda, dans les pays de la sous-région. On organise les élections, on fait des promesses au peuple, mais à partir de la campagne électorale jusque dans l'exécution de ces projets-là après les élections, c'est l'insatisfaction totale. C'est-à-dire quoi? Moi, je ne peux pas confirmer que cette démocratie qui se trouve ici au Rwanda se trouve partout, ou d'ailleurs quelque part ailleurs, je ne l'ai pas encore vu. Je ne dis pas qu'ailleurs il n'y a pas de démocratie, mais il y a une démocratie à sa mesure, à leur principe. Il y a les gagnants qui vont soustraire les opposants. Il y a la politique ethnique, la politique de province, de commune, de clan aussi, de région, qui va soustraire les autres, qui va les supprimer, qui va même les tuer pour se partager seul le gâteau national. Alors, ce qui ne s'observait pas ici au Rwanda où nous sommes. Et quelles sont les causes justement? Et vous dites que c'est ça qui cause des conflits après les élections. C'est l'une des raisons. Oui, le fait que certains qui ont gagné s'accaparent de tout. Oui. Ça peut être une raison des manifestations, des agressions, des tueries qu'on observe après les élections. Oui, vous voyez, l'Afrique, notre continent, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui. L'Afrique a été colonisée. Elle a été colonisée et après les indépendances, ce qu'on a appelé d'ailleurs les nouveaux maîtres qui ont succédé aux colonisateurs ont essayé de suivre les principes du colonisateur. Ils n'ont fait que imiter. Et même après, quand on a instauré la démocratie, puisque cette démocratie a pris naissance dans l'Occident, c'est l'Occident qui est supposé apprendre aux Africains comment faire la démocratie en Afrique. Et avant d'organiser les campagnes électorales, nos leaders se rendent d'abord en Occident pour apprendre comment gouverner leur pays. Et voilà le problème que nous avons. C'est ce que j'avais dit avant. Les sociétés sont différentes. On ne peut pas appliquer ce qui se fait en France
et l'appliquer à la lettre ici au Rwanda ou là-bas à côté au Burundi ou au Congo, parce que les sociétés sont différentes. Il y a une évolution qui est différente. Le taux, l'étape de développement auquel on se trouve en France, ce n'est pas le même qu'ici au Rwanda ou bien au Congo démocratique ou au Burundi. Alors, d'où il fallait étudier sa population et savoir ce dont elle a besoin avant de lui faire des promesses. Et moi, je me dis que les gouvernants, la plupart des gouvernants africains, ils font des promesses démagogiques pendant les périodes électorales. Ils font des promesses qu'ils n'obtiendront jamais. Et puis, la population mécontente, c'est là qu'elle va commencer à chercher comment s'en sortir par des moyens qui ne sont pas bons, qu'on ne peut pas utiliser pour développer un pays ou une nation. Et c'est comme ça qu'on tue les têtes, c'est comme ça qu'on tue les gens, c'est comme ça que les gens meurent ou sont emprisonnés. Et c'est comme ça que les gens deviennent mécontents. Et si on est mécontent, on ne peut pas être développé. On ne peut pas aimer. On ne va pas aimer son frère. On ne va pas aimer sa nation si on est mécontent. D'où alors, j'interpelle les gouvernants africains, nos leaders africains, à prendre conscience de leur patrimoine qui est l'Afrique et de le gouverner en tant qu'Africains, non en tant qu'Occidentaux. Mais si les Occidentaux continuent à donner les subventions, les aides, vous savez, même il y a, je pense, une expression rwandaise, je ne vais pas peut-être le traduire convenablement, mais qui disent que si quelqu'un te donne tout, c'est lui qui doit te diriger, te dire quoi faire. Si vous dépendez, si vous n'êtes pas indépendant, hier on fêtait l'indépendance du Rwanda, si vous n'êtes pas indépendant financièrement, on dit que c'est difficile de faire comme vous le proposez. C'est difficile de ne pas suivre ce que la voie occidentale. Mais on va revenir à ça. Je vais demander à la technique d'essayer de joindre Monsieur Sangwa parce que il est déjà sur Skype, Monsieur Sangwa, pour qu'on puisse parler avec lui. Il est basé au nord de la France. Et si on peut le joindre, la technique va nous dire. Sangwa, il est de la diaspora rwandaise en France. Monsieur Sangwa, bonsoir. Est-ce que vous nous suivez? Bonsoir. Je pense qu'il y a un problème ici au studio, on ne vous entend pas. Moi, je pense... Ah, bonsoir. Ça y est, Bonsoir, ça y vous est. m'entendez? Et oui, on vous entend très bien. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ben, c'est la technique, on ne peut rien. Mais moi, je vous Oui, reçois à oui, oui. 100%. Mais ça va déjà. La voix est très Oui, bien. super. Vous Merci êtes beaucoup. basé au nord de la France, plus précisément où? À Lille. Alors, je m'appelle Jean-Jacques Sangwa. J'habite à Lille, dans le nord de la France. À Lille, ça s'appelle. C'est à la frontière de la Belgique et la France. Oui, oui, je vois. Et vous êtes au courant des élections présidentielles et parlementaires ici au Rwanda qui se tiendront bientôt. Quels sont les préparatifs à votre côté? Alors, nous, ça se passe très bien. On est au courant et on va avoir la chance de voter avant vous parce que nous, on va voter le 14 Oui, oui. et vous, vous allez voter le 15. Donc, on se prépare depuis, on essaie de transférer les listes parce que souvent, il y a ceux qui se trouvent, par exemple, au Rwanda, ils doivent transférer le lieu de vote pour préciser où ils sont. Par exemple, il y a ceux qui sont en vacances au Rwanda, qui sont déjà partis au Rwanda pour les vacances. Donc, ils doivent signaler comme quoi ils sont plus sur les listes de France, ils sont sur les listes du Rwanda. Donc, voilà, on est dans tout ça, on se prépare, on fait les transferts des bureaux de vote. On essaie de s'inscrire, d'aider tout le monde parce qu'il y a des personnes adultes qui ne maîtrisent pas
la technologie, on essaie de les aider, voir s'ils sont sur les listes électorales. Donc, tout se passe bien. Tout se passe bien, on est prêt pour ça. Est-ce que les gens, disons, vous avez reçu toute l'information relative aux élections, comment voter, parce que cette fois-ci, les élections sont combinées, les présidentielles et les parlementaires sont combinés. Vous savez qu'avant, on votait le président et puis après, on organise encore pour les parlementaires. Mais cette fois-ci, c'est combiné. Est-ce que vous avez reçu l'information par rapport à ça? Comment vous allez faire? Alors, en plus de ce que nous avons lu sur le site de NEC ou ce qu'on a reçu comme information via les différents canaux d'information, on a eu la chance d'avoir des formations de la part de NEC avec les techniciens de NEC nous expliquant comment il faut faire, comment il faut voter. Il y a 2 bureaux de vote, enfin 2 urnes, donc on doit mettre pour les parlementaires, pour les présidents. On nous a accompagnés sur 2 jours, plus de 5 heures de formation, donc 10 heures en tout. Nous sommes prêts. On nous a aidés. On peut poser des questions. On est en connexion avec NEC au cas où il y a un problème pour nous accompagner. Donc, le bureau chargé des élections au Rwanda. Donc, ils essaient de nous accompagner. On a un bureau spécial pour la diaspora. Vraiment, nous sommes vraiment connectés et informés comme il faut pour avoir les informations nécessaires et justes et correctes. Et les campagnes alors, comment vous êtes informés des projets des sociétés, des candidats à la présidentielle et même des parlementaires? Alors, on peut dire merci à la technologie. Aujourd'hui, avec le Rwanda, vous avez déjà le 5G, donc vous nous envoyez des informations. On est connecté, il y a on peut avoir en direct vos chaînes médias via YouTube, des connexions en direct. Vraiment, on est connecté, on suit les candidats où ils vont partout dans le pays pour avoir leur manifeste, donc ce qu'ils vont faire pour le pays. Donc, on est connecté, tout le monde, on se connecte sur des chaînes YouTube. Chaque candidat a sa chaîne YouTube pour suivre les informations. Donc, tout le monde sont connectés et ils savent ce que va apporter leur candidat qu'ils vont voter pour le 14. Donc, on a les informations en direct et instantanément, donc ça va. Merci beaucoup, M. Sangwa. Mais j'ai une autre question, c'est par rapport, justement, quand vous êtes venu, vous avez intervenu, on parlait de la démocratie consensuelle. Et la plupart des pays, surtout occidentaux, européens, critiquent cette démocratie, cette voie que le Rwanda a choisi de ne pas faire une démocratie, je dirais, où les partis doivent s'opposer, s'agresser, non seulement verbalement, mais s'agresser physiquement. La technique, est-ce que M. Sangwa est toujours là? Qu'est-ce que vous pensez de cette démocratie, surtout que vous êtes dans un pays où, je ne vais pas entrer dans l'histoire de la gauche et de la droite, mais où les partis s'opposent, je dirais, de façon remarquable. Et qu'est-ce que vous en dites? Alors, j'attendais votre invité parler de ça. Il disait que chaque pays a ses spécificités, donc on ne peut pas imposer des choses au Rwanda. Ce qu'on demande au Rwanda de faire, le demander à la Chine, le demander à la Yougoslavie, le demander à la Russie et aux États-Unis. Donc, ce n'est pas pareil. Il faut se rappeler, remonter dans l'histoire. La démocratie consensuelle du Rwanda, c'est un modèle de gouvernance qui a émergé dans le contexte post-génocide. Donc, c'est un cas particulier. Donc, il faut voir ça dans ce sens-là. Donc, pour répondre à ces critiques, il est important de considérer plusieurs points. Il y a le contexte historique et social du pays du Rwanda. Il y a la stabilité du développement, la participation inclusive, les critiques qu'on se fait, qui améliorent. Enfin, c'est l'amélioration continue. Donc, tout ça... moi, je suis en France aujourd'hui et si vous avez suivi les informations ces derniers jours, il y a des élections ici en France. Et comme on le dit souvent, c'est tendu. Il y a l'extrême droite qui risque de gagner. Ils ne sont pas d'accord avec l'extrême gauche. Donc, c'est un problème. Mais ce sont
eux, ils ont instauré une façon de faire. Au cas où il y a un problème, on va dans les urnes. Une fois, si ça ne marche pas, on retourne la deuxième fois, et bien, que le meilleur gagne. Donc, ils ont choisi le modèle de fonctionnement. Mais ce modèle, on ne peut pas l'appliquer partout. C'est pour ça que à chaque fois, quand on parle du Rwanda, il faut vraiment voir le contexte dans lequel on a choisi notre façon de faire, de notre façon de la démocratie. Et c'est ça qu'on essaye d'expliquer aux gens. Et la seule façon souvent de prouver qu'on a une idée, c'est si on est d'accord, on se met ensemble, on travaille, c'est les résultats qui vont répondre. Parce que si on se met à expliquer que notre façon de faire, la démocratie du Rwanda, que la démocratie consensuelle que le Rwanda a choisie, c'est un bon modèle pour notre histoire, la seule façon de le prouver, c'est de l'appliquer et les résultats vont parler eux-mêmes. Merci beaucoup, Jean-Roger Sangwa, de votre intervention. Merci de votre temps. On vous souhaite les bonnes élections. Bientôt, c'est dans quelques jours, 12 jours. Bien quoi. Tout à fait. Tout à fait. On est prêt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci à vous. Ok, au revoir. C'était donc Monsieur Sangwa Jean-Roger qui est basé à Lille, c'est au nord de la France. Il est rwandais et il vit là-bas. Il nous partageait des préparatifs des élections par les Rwandais vivant à l'étranger. Merci beaucoup. On va essayer d'appeler, je ne sais pas, c'est Madame, on n'a pas pu la joindre sur Skype, mais on va essayer de voir si on peut la joindre sur WhatsApp. C'est Madame Plumarez Evelyne. Elle est basée à Paris et elle voulait aussi nous partager du climat des élections des Rwandais vivant à Paris. Mais on a eu un peu de complications avec son Skype. On va essayer de la joindre sur WhatsApp. Si on va y arriver, on va essayer. Est-ce que la technique, est-ce qu'on peut joindre Madame Plumarez sur WhatsApp? Attends, je vais essayer. Vous allez mettre sa photo, comme ça on va voir si on peut l'appeler, mais ça sera l'audio. Ça sera l'audio parce que la vidéo, je ne suis pas sûre si on va pouvoir la suivre. Oui, bonsoir, Madame Evelyne. Oui, ça va. Est-ce que vous nous entendrez très bien? Oui, je vous entends. Vous pouvez mettre la caméra si vous voulez, comme ça. Ça ne va pas être possible parce que... J'ai essayé en fait de me connecter avec... Vous pouvez me connecter, mais bon, j'ai quitté. Ça ne va, c'est pas possible de mettre la caméra. Vous allez nous excuser, mais on a déjà mis. Ah, d'accord. On a déjà mis votre photo et ils savent que c'est Madame Plumarez Evelyne qui est basée à Paris. Et c'est pas la première fois que vous y réagissez dans cette émission. Alors, bienvenue encore une fois. On voulait savoir les préparatifs des élections du côté de Paris en France. Comment vous vous préparez pour le 14 juillet? Allô? Oui, allô? Oui, je vous entends. C'est parce que c'est sur WhatsApp. Parlez-nous des préparatifs rapidement, préparatifs. N'attendez pas que je finisse, parlez-nous des préparatifs. Là, vous m'entendez? Oui. Oui, de préparatifs ici à Paris. On essaye, en fait, c'est pas la même chose comme chez vous. Chez vous, c'est intense, mais ici, c'est pas. On essaye de faire comme on peut, mais on est motivé, on attend la date prévue. On est excité qu'on arrive
arrive, c'est la date pour voter notre candidat qu'on a choisi. Donc ça, c'est le premier des choses. Mais on essaie de le faire à notre façon. Parce qu'on n'est pas nombreux déjà, mais on essaie de s'organiser comme on peut. Voilà, c'est pas évident aussi quand on est en étranger pour se rencontrer. Le travail, c'est pas la même chose que chez vous parce que l'organisation, c'est et nous, on va travailler bien, on est on parlait de... Oui, vas-y. De connaître comment on fait parler à notre chacun et qui va voter, ça c'est sûr, il y a plusieurs partis. Donc, on s'organise comme ça, je peux le dire dans cette façon. La commission électorale vous fait parvenir l'information sur comment voter, le processus, je veux dire. Hein? Oui. Comment voter, en fait, il y a encore une demande de... Il y a ceux qui nous aident déjà à s'enregistrer pour le vote le jour de la salle qui est derrière nous, qui nous donne toutes les informations qu'on a besoin. S'il y a quelque chose, on fait appel et ceux qui doivent nous guider. Mais tout est en place, donc là on est, les questions qui sont posées, on s'adresse à l'ambassade. On est déjà sur l'écoute. Oui. Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux ajouter? Merci. On est excités, on attend. Ok, vous attendez la date. Merci beaucoup, Madame Plumarez. La connexion n'est pas très bonne. À la prochaine alors, on vous souhaite d'avoir les très bonnes élections et préparez-vous bien. Merci. Merci beaucoup aussi de m'avoir invité, même si ça n'a pas été évident de le faire en direct. Je vous remercie beaucoup. Merci aussi. À la prochaine. À la prochaine. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Donc, c'était Madame Evelyne Plumarez qui vit à Paris. Elle nous partageait comment les préparatifs se déroulent du côté de Paris. Je pense que vous avez essayé de la suivre. Et alors, on va aller vers la conclusion ici. Comment alors faire pour ne pas connaître les conflits post-électoraux? Monsieur Kanyana, comment faire, comment prévenir ces conflits justement dont on a parlé depuis le début? Nous parlons des élections au Rwanda, des élections un peu partout en Afrique, mais Dieu merci, dans les élections précédentes, Sénégal, Afrique du Sud, on n'a pas connu de conflit, mais c'est pas évident que toutes les élections planifiées en Afrique vont terminer sans conflit. Merci encore une fois. Je voudrais démontrer que lorsqu'il y a un arbre qui a grandi, qui a des branches, qui a des feuilles, qui a des fleurs, c'est que cela vient des racines. L'Afrique a eu le malheur d'être colonisée par l'Europe, et il a eu le malheur qu'on ait extrait les substrats culturels dans toute l'Afrique.
on les a presque brûlés. Et maintenant, nous sommes, nous, les Africains, des produits semi-finis du formatage de par l'Occident. Mais heureusement qu'on est en train de se battre pour essayer de reconstruire ce qui est possible à reconstruire. On va trouver que les colons, ou plutôt les administrateurs coloniaux, ils disaient aux Africains que c'était eux qui décidaient tout et que les autres n'avaient qu'à exécuter. Mais ça, c'était il y a 50 ans. Pourquoi pas de changement jusque-là? Oui, mais c'est un héritage psychomental. Il est encore avec nous. Vous verrez que même ceux qui ont dirigé après les indépendances, eux aussi, Madame l'a dit. Madame... elle a dit ça. Elle a dit ça il n'y a pas longtemps. Nous sommes restés les mêmes. Nous nous comportons comme ces blancs-là. Nous avons les mêmes cravates blanches, mais nous ne sommes pas des blancs comme eux. Ils nous disaient, à leurs subalternes à l'époque, mon singe. Vous imaginez ce que ça veut dire, Mushenzi. Et aujourd'hui, les Africains se disent entre eux, Bashenzi. Quand il y a même deux candidats aux élections, ils se diabolisent. Quand ils se diabolisent, celui qui a perdu, il est frustré. Il va développer des mécanismes pour démolir celui qui a été élu. C'est ça qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Vous avez dit au Tchad, et moi je me rappelle qu'en 2008, j'étais à Nairobi, c'était terrible. Au Kenya, c'était la jungle. Il nous reste peu de minutes. On s'excuse, on a commencé un peu tard. Mais alors, que faire, hein? Ce qu'il faut faire, c'est que, je répète, j'ai toujours dit la même chose ici, sur ce plateau, il faut que les Africains apprennent à dire non. Non à la pauvreté. Comment, alors que financièrement, ils ne sont pas indépendants? Du moment que vous allez toujours demander, vous avez besoin d'électricité, vous demandez, vous avez besoin des écoles, vous demandez, que vous ne dépendez pas de vous-même financièrement. Mais madame, vous étiez dans ce pays entre 1994 et 2000. Vous avez vu qu'il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas d'eau. Mais on n'est pas allé quémander. On s'est gargarisé et je me rappelle qu'on a même importé un moteur électrogène plus géant que cette maison pour essayer de combler les vides d'électricité. On cherche des solutions locales aux problèmes locaux d'abord. En cas de grande nécessité, vous pouvez faire recours aux autres. Et on dit ça en Kinyarwanda. Est-ce que les Africains s'autosuffisent? S'ils le veulent, ils peuvent. Est-ce qu'ils peuvent vraiment s'autosuffire? L'autosuffisance est toujours relative. Est-ce que vous savez que la France aussi ne s'autosuffit pas? Oui, je veux dire par exemple le budget national qui est financé à 100% par le pays. C'est ce que je veux dire. Pas toujours, comme vous rappelez en 2010, je pense que c'était en 2010, où il n'y avait pas d'aide pour les élections. Vous vous rappelez que le Rwanda a décidé de faire les élections sans aide. Pourquoi pas dans d'autres domaines? On va y arriver. Je suis très certain. Tu es certain? Mais le programme qu'on a appelé Agachiro, ça a permis à un moment donné d'organiser les choses localement avec la plus grande simplicité, mais on est arrivé à bon objectif. On n'a pas fait des urnes avec les papiers, mais on s'alignait derrière les candidats. C'est permis, parce que même dans le passé historique électoral, on dit qu'à un moment donné, on pouvait passer au choix des candidats, au tirage au sort, comme on fait pour le football. On n'élisait pas comme on fait aujourd'hui. Oui, je pense que c'était en 2013, quelque chose comme ça. Merci beaucoup de votre intervention. Jeanne d'Arc, on va à la fin. Que faire alors pour ne pas terminer les élections dans la plupart des pays en Afrique par les conflits? Nous avons parlé des causes des conflits après les élections. Le problème majeur ici, c'est que les Africains, nous nous jugeons toujours incapables.
je l'ai dit, je le répète, ce ne sont pas tous les Africains. Ce ne sont pas tous les Africains. Il y a des modèles ici en Afrique. Mais la plupart, ils sont restés comme le colonisateur l'avait dit, vous êtes des bénis oui-oui. Nous sommes des bénis oui-oui. Quand l'Occident a parlé, on est contraint d'accepter. Hein? On vous dit, vous allez faire ceci. Si vous ne procédez pas ainsi, nous allons couper, nous allons fermer les robinets. Vous n'allez pas avoir 80% de votre budget national, par exemple. On va fermer. Et vous, en tant que leader, vous allez sacrifier votre population au lieu de perdre votre statut de président, de parlementaire aussi. Alors, il faut que nous soyons conscients de ce que nous sommes. Il faut que les Africains se mettent ensemble. Il faut que les Africains sachent qu'ils ont une maison qui s'appelle l'Afrique. Il faut qu'ils soient conscientisés que les problèmes africains sont pour les Africains avant qu'ils soient pour l'Occident qui les a colonisés. Si nous sommes tous d'accord que nous sommes des Africains, nous sommes des frères, on va s'entraider et on va sortir de cette pauvreté. Je pense que ce n'est pas l'Afrique qui est la plus pauvre potentiellement. On a la population riche parce qu'elle est intelligente. On a le sous-sol riche. On a beaucoup de matières premières. Et ce qui nous manque, c'est la conscience de pouvoir les exploiter et de se sentir riches et heureux dans notre continent. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on va clôturer par là parce que il y a d'autres programmes qui vont continuer. Comme je le disais en 2010, même 17, c'est depuis cette période que le Rwanda n'a plus besoin de l'aide pour préparer les élections. Ça se fait sans aide, alors qu'on voit d'autres pays qui doivent attendre de l'aide pour faire les élections. Donc, ça montre que, comme vous l'avez dit, que ça peut être aussi un exemple pour d'autres. Un début d'être indépendant, comme on l'a dit. Utiliser le peu, comme vous l'avez mentionné, le peu que l'Afrique a pour essayer d'avancer, je dirais, progressivement, mais sûrement. Merci beaucoup, Madame Jeanne-d'Arc Gikundilo. Vous êtes rédactrice en chef de Peace FM. Vous êtes burundaise basée ici au Rwanda. Merci beaucoup, Monsieur Bernard Kanyana Kabale. Vous êtes écrivain, chercheur, ancien journaliste. Merci de votre temps. Non, journaliste en fonction. Merci spécialement parce que vous répondez toujours à notre appel. Merci beaucoup. Merci à Madame Plumerez Evelyne qui est en France et à Sangwa Jean-Roger qui est aussi en France pour nous avoir partagé de des préparatifs qui se déroulent du côté de la France. Et on va continuer à vous informer sur les élections au Rwanda et d'autres élections en Afrique. Merci beaucoup. C'était le leadership d'impact. On va se voir prochainement. Moi, c'était Solange Ayanon. Au revoir.